vous êtes dans 101%. Le vendredi, c'est n'importe qui, et aujourd'hui, c'est nous, les Stormtroopers. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? Une critique de jeu, Job Island sur Wii. Ensuite, ce sera Pixa sur Aladdin. Ensuite, les sorties animées. Et pour commencer... Mais tu joues à quoi, là? Je joue à la DSi. Elle sort aujourd'hui. Ah ouais? Bon, on va regarder ça dans les news, alors. Alors que la DSi, la nouvelle portable de Nintendo, sort aujourd'hui en France, la PS2 fait également parler d'elle. Si, elle est encore là. La console de salon Sony vient en effet de voir son prix passer sous la barre des 100 €. Les simulations de sport ont toujours été très populaires, même s'il faut bien avouer que dans les jeux vidéo, seulement une dizaine sont largement représentées. Cependant, avec l'avènement de l'ère vidéoludique, on a pu accueillir des simulations de sport moins conventionnelles. Et Millennium Championship Paintball 2009 en fait partie. Ce titre reprend la licence NPPL, la National Professional Paintball League. On retrouve donc ses champions et ses terrains de compète tout en polygone. En tout, 67 équipes officielles sont représentées, le jeu proposant également plus d'une centaine d'éléments d'équipement. Le principe de ce type de championnat est basé sur le jeu dit du drapeau. 2 équipes de 3 ou 5 s'affrontent et doivent aller chercher un drapeau dans le camp adverse et le ramener dans leur base. Millennium Championship Paintball 2009 se joue à la manière d'un FPS et plus précisément d'un Counter-Strike, puisqu'il est bien sûr orienté team play. Il est possible de donner des ordres à ses coéquipiers et même de les incarner en solo. Le joueur peut établir une stratégie avant la phase de jeu sur un schéma du terrain offensif ou défensif. Il est en effet nécessaire d'appréhender le terrain et d'établir une tactique pour espérer progresser, même si ce type de compète se joue également sur les détails. Un plongeon, un sprint ou encore une esquive faisant souvent la différence. Un jeu de ce type uniquement jouable en solo, ça serait un peu ridicule. Millennium Championship Paintball 2009 propose donc à 14 joueurs de s'affronter en ligne. Il sera même possible pour les plus fans de créer ses propres arènes et de les partager en ligne. Et ce sont surtout ces derniers joueurs qui trouveront un intérêt à ce jeu de niche, laissant certainement les autres de marbre. Check yourself! Et pour conclure, voici la dernière vidéo consacrée au jeu de course apocalyptique Fuel. Rappelons-le, toujours développé par un studio bordelais pour Codemasters. Ok, alors qu'est-ce qu'on regarde maintenant? La critique de jeu. Ah ouais? C'est quoi ton jeu préféré à toi? Je dirais Star Wars, le pouvoir de la force, bien sûr. Enfin, un jeu où on joue les méchants et où on va casser cette racaille de Jedi. C'est quoi la critique aujourd'hui? Alors, c'est la critique de Job Island sur Wii. Oh, ça m'intéresse pas. En ces temps de crise et d'augmentation du chômage, Hudson Soft a choisi de placer la recherche d'emploi dans un contexte ludique et humoristique avec Job Island. Après le succès de Sport Island, le genre party game est cette fois-ci placé sous le signe de la découverte des métiers. Entre pizzaiolo, bodybuilder, livreur, manucure, présentateur de JT ou encore pêcheur, chacun trouvera forcément sa vocation. La Terre est en danger. Un objet céleste menace de s'écraser sur la planète. Même le président et la NASA n'y peuvent rien. L'échéance se rapproche, mais que faire alors que les radars de la NASA ont été détruits?
Pendant ce temps-là, ailleurs, Papy, fan d'astronomie, et ses deux petits-enfants, Tom et Maya, aperçoivent une chose étrange dans leur télescope, l'astéroïde en question. Pour sauver la Terre, il n'y a qu'un seul moyen, acheter la transfomontre du téléachat. Elle seule permet de se transmuter en super-héros capable de détruire la menace venue du ciel. Mais malheureusement, un énorme problème se dresse devant eux. La transfomontre est un objet qui s'obtient grâce aux points de fidélité gagnés en effectuant d'autres achats. Fauchés comme les blés, les enfants décident de s'inscrire à l'agence pour l'emploi et d'effectuer un maximum de petits boulots pour se payer la fameuse montre. Mais attention, le temps est compté. Job Island est un party game des plus classiques. Les mini-jeux sont ici représentés par une cinquantaine de petits boulots très variés. Selon le type de métier, la Wiimote et le Nunchuk s'utilisent de manière différente, ce qui permet de varier le gameplay. Il existe 3 modes de jeu. Bataille boulot est un mode versus où 2 joueurs s'affrontent. Différentes règles et objectifs sont modifiables afin de pimenter la partie. Foire de l'emploi représente le mode entraînement. Il est d'ailleurs plus que conseillé de s'entraîner ici pour maîtriser les différents métiers. Toutes les professions ne seront pas présentes dès le départ, elles se débloqueront dans les autres modes. Enfin, le mode Agence pour l'emploi est en réalité le mode Histoire. Le joueur choisit au départ d'incarner Tom ou Maya et de travailler pour le salut de la planète. Les phases de jeu sont divisées en 6 jours de travail et 1 jour de congé. Tout commence chaque matin par la recherche de travail sur Internet. Une fois l'emploi choisi, il faudra s'efforcer de réaliser le meilleur score pour toucher le maximum d'argent. Le salaire de base de chaque emploi est indiqué dès le départ et il est possible de l'augmenter en se focalisant sur une profession afin d'obtenir une promotion. Le salaire représente en fait le niveau de difficulté. D'autre part, ce changement de palier permet de toucher un bonus pécuniaire non négligeable. Il est aussi possible d'activer des objets achetés au téléachat pour être plus efficace. Mais évidemment, des imprévus se dresseront sur la route du joueur. Défis, embauche à l'aveugle, accélération de l'astéroïde, etc. Le dimanche est le jour de congé idéal pour aller discuter avec la famille, traîner à la maison, mais surtout pour faire des emplettes au téléachat. Différentes chaînes sont disponibles. La chaîne Objet propose des items qui serviront à bosser de manière plus efficace. La chaîne Uniforme sert en fait à débloquer de nouvelles professions. La chaîne Souvenirs permet, comme son nom l'indique, d'acquérir des souvenirs pour remplir son musée de l'emploi. Chaque somme dépensée rapporte plus ou moins de points qui pourront être échangés contre des objets capables de détruire l'astéroïde ou de retarder la collision. Ce mode histoire est assez long pour un party game et permet surtout de profiter du scénario qui devient de plus en plus débile au fil de l'histoire. La durée de vie est d'ailleurs rallongée par un système de collection, mais aussi par la présence d'un New Game Plus. Job Island est un jeu qui se situe dans le genre casual et permettra aux jeunes joueurs de passer un bon moment grâce à une prise en main très simple. On regrettera cependant que l'on ne puisse jouer qu'à 2 et que certains passages soient relativement répétitifs. Le jeu s'apprécie alors davantage dans une pratique occasionnelle. Les points forts de Job Island se situent au niveau de son petit prix, de ses graphismes mignons, mais surtout de son humour omniprésent tout au long du mode histoire. Sauver la Terre d'une collision avec un bol de ramen en se transformant en Sentai, il fallait le faire. Bon, très bien. Qu'est-ce qu'on va regarder maintenant? On va regarder Pixa. Tu sais, c'est l'émission qui parle des jeux vidéo tirés de dessins animés. D'accord. Et c'est quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est Aladdin. Aladdin? Mais c'est un jeu Disney, ça. Bah ouais, et alors? C'est pas des concurrents à Lucas? Ah ouais, possible. Aladdin est un classique de Disney sorti en 1993 dans nos contrées. Il fait partie de ces films d'animation qui ont relancé la popularité des Disney. En effet, après une période de vache maigre pour les productions de l'oncle Walt, une nouvelle génération d'animateurs s'impose, redorant le blason des grands classiques de Disney ternis par le temps. La Belle et la Bête, Aladdin et le Roi Lion font partie de ces succès ayant relancé la machine Disney. Bien évidemment, quand un film rencontre le succès, il faut s'attendre à voir débarquer une adaptation en jeu vidéo.
Aladdin ne fait pas exception. Cependant, son cas est très intéressant, car il a été développé par 2 studios différents. Virgin Interactive pour la version Mega Drive et Capcom pour la version Super Nintendo. Et cette dernière, même si elle est plus réussie techniquement, sera éclipsée par la version Mega Drive, qui deviendra même un titre incontournable. La raison est simple, la version Mega Drive développée par l'équipe de David Perry est beaucoup plus fidèle au film et à son ambiance unique. Il faut savoir que les animateurs de Disney travaillaient main dans la main avec les graphistes de Virgin Interactive. Le rendu est simplement sublime, avec un chara-design et une animation digne du long métrage. Le souci du détail a été poussé à son paroxysme, puisque même les caméos du film sont inclus dans le jeu. On trouve ainsi Sébastien de la Petite Sirène, la Bête de La Belle et la Bête ou encore Dingo. Mais ça, ce sera à vous de les trouver. Le jeu reprend bien entendu les thèmes du film composé par Alan Menken. Ils sont réadaptés avec le synthétiseur de la Mega Drive et le travail de Donald S. Griffin, sound designer du jeu, est remarquable. Jouer en entendant Prince Ali, Je vole, Nuit d'Arabie ou encore le fameux Rêve bleu au Staffroll renforce encore plus l'immersion. De plus, les compositions originales se fondent sans souci dans l'ensemble musical d'Aladdin. Et le Arabian Rock ou le Rock Ride, tout comme les Yeah d'Aladdin quand il gagne une vie, resteront longtemps dans les mémoires. Le jeu fait bien entendu quelques entorses au scénario du film, mais c'est bien normal. Aladdin se retrouve donc affublé d'une arme, un cimeterre pour être précis, tout au long du jeu, alors que dans le film, il doit le porter 15 secondes tout au plus. Il peut aussi lancer des pommes, mais celles-ci ne sont pas infinies. Les niveaux ne suivent pas forcément la logique du long métrage, mais ils restent cohérents et font parfois office de scénario alternatif. Ainsi, on se retrouve à aller chercher les 2 moitiés du Scarabée d'or, ou encore dans la lampe magique, un niveau complètement surréaliste. Le niveau du tapis volant se démarque aussi des autres, car il joue sur le stress et la pression, pour prendre une dimension inhabituelle dans ce type de jeu. Une scène d'anthologie qu'il faut absolument expérimenter, surtout si on est fan du film. Aladdin fait partie de ces jeux qui dépassent le stade de la simple adaptation, allant même jusqu'à obtenir le statut de jeu culte. Virgin Interactive a su s'imposer avec ce titre, devenant alors le studio attitré des adaptations de films disneyiens, jusqu'à la création de Disney Interactive qui adaptera alors toutes les licences de la firme. Toujours est-il qu'Aladdin est un bon jeu avec ou sans sa licence. Sans renouveler le genre, il en maîtrise les moindres mécanismes. Sa popularité était telle que le jeu s'est retrouvé en bundle avec la console. Mais en plus, il a connu des portages sur NES, empiétant ainsi sur le territoire de Capcom, alors spécialiste des adaptations Disney sur console Nintendo. Aladdin faisait partie de ces jeux qui faisaient hésiter le joueur entre la Mega Drive et la Super Nintendo, à l'époque plus aguicheuse. Tu regardes un peu, toi, les animés? Moi, j'aime bien Naruto en fait. Si tu veux, je peux te faire l'attaque des clones. Hop, 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 hop. Waouh, pas mal. Il existe des séries qui sont l'œuvre d'une vie pour un auteur. C'est le cas de Berserk et de son créateur Miura Kentaro qui, le cap des 40 ans franchis, a passé la moitié de sa vie à dessiner les aventures de Guts et de son monde crépusculaire. Après une décennie de tripaillerie en tout genre, ainsi qu'un arc scénaristique majeur enfin bouclé, le titre s'est vu adapté en 97 et 98 en une série animée de 25 épisodes. Celle-ci reprenait toute la jeunesse de Guts, ou Gatsu en japonais, sa rencontre avec Griffiths et la Brigade des Faucons. Le tout aboutissait à une tragédie engendrée par l'ambition dévorante du charismatique guerrier aux cheveux blancs. Au niveau technique, elle faisait moins ressentir le côté charnel et trip à vif que la version originale sur papier, mais arrivait à créer une atmosphère qui met le spectateur mal à l'aise grâce à ses tons ocre et la musique envoûtante de Hirasawa Susumu. En ajoutant à cela le générique de début musclé Tell Me Why, interprété par les Pen Pals, la série reste efficace même si elle accuse maintenant un peu son âge. Daibex propose cette série devenue un classique depuis 2003 dans son catalogue. Pourtant, celle-ci n'avait jamais connu les honneurs d'un doublage français.
C'est maintenant chose faite. C'est d'ailleurs la principale nouveauté de cette édition dont le premier coffret est sorti en janvier de cette année. Présentant 9 épisodes répartis en 3 DVD en boîtier slim, il ne faut pas compter sur d'autres innovations que cette VF, si ce n'est un packaging et des interfaces remaniées. Réalisée au studio de Saint-Maur, la version française est malheureusement souvent un peu trop approximative. Les voix de Fabien Jacquelin pour Guts et Jean-Marc Montalto pour Griffiths collent bien aux personnages, même si elles sont plus légères que leur pendant japonais. Isabelle Volpe est aussi très bien dans le rôle de Casca, bien qu'elle ne rende pas assez le côté garçon manqué de la jeune combattante. Pour le reste, cela est souvent nettement moins convaincant. On pourra entre autres regretter le choix déroutant de laisser de nombreux cris et autres onomatopées en japonais, tels quels. Cela occasionne logiquement de nombreux décrochages sonores, aussi bien en termes de niveau sonore qu'en termes de tonalité et de jeu. Cela ne fait pas très sérieux. Tu te dis que grâce à sa longueur hors du commun, tu as une chance de me toucher. À ta place, je n'y compterai pas trop. Avant même que tu n'aies le temps de comprendre ce qui t'arrive, ta cervelle ira orner ses murs. Mais essaie toujours, ton idée n'est pas sans me déplaire. La version sous-titrée, elle, ne semble pas avoir changé depuis les éditions précédentes. Ce coffret semble donc réservé avant tout à tous ceux qui sont absolument réfractaires aux sous-titres. Les autres ne verront pas le besoin de faire un nouvel investissement. Qui ne se souvient pas du magnifique générique du Collège des Ninjas qui passait dans le Club Dorothée en 1991 ? Les paroles étaient si belles qu'elles auraient pu faire pleurer Didier Barbelivien. Pour devenir un vrai ninja, mon petit Nicolas. Car oui, dans le Collège des Ninjas, le héros s'appelait Nicolas. Heureusement, ce n'est pas le cas dans la sortie française du manga dont le titre ce coup-là reprend le titre donné par la chaîne La 5 dans Youpi, l'école est finie, à savoir l'Académie des Ninjas. Nicolas s'appelle donc ici Nikumaru et intègre l'Académie des Ninjas en cours d'année, chose qui n'arrive jamais car l'école sélectionne ses élèves de manière drastique. Mais Nikumaru n'est pas un élève comme les autres, il est petit, très enveloppé, obsédé par les filles et extrêmement doué en ninjutsu. Il rejoint dans l'école sa meilleure amie Mako, qui en plus d'être totalement amoureuse de lui, se trouve être la fille du directeur de l'académie. L'originalité n'est pas le point fort de la série, mais l'histoire est une suite de petites aventures délirantes où se mêlent combat, humour bête et jupe qui se soulève grâce au super pouvoir de Nikumaru, le Kamikaze no Jutsu. La première date de parution de ce manga au Japon date de 1981. On pouvait craindre que les blagues ou les dessins aient mal vieilli, mais pas du tout. On dévore le bouquin avec le sourire aux lèvres en jetant de temps en temps des « Oh, bah ça alors, tout ça juste pour voir une culotte !» Mais on continue à tourner les pages parce que c'est tout simplement drôle. Et puis on ne sait jamais, on pourrait voir des tétons aussi. Bon, bah écoute, c'était bien sympa tout ça, la bonne franquette. Ouais, mais il est temps de retourner en service. Ouais, j'ai bien envie d'aller raser un sale Ewok. Examination season, rehab's no every